Vous avez tous forcément déjà entendu parler au moins une fois de Billy the Kid, que vous voyez ici par exemple, cette espèce de bandit du Far West, ou bien le couple absolument incroyable Bonnie and Clyde, ces bandits de passage bien connus aux USA, mais saviez-vous qu'en France, on avait des équivalents? Notamment un mec qu'on appelait le Lucky Luke français, qui s'appelait Cartouche. Cartouche, c'est un bandit qui a sévi à Paris dans les années 1700. Et vous allez voir que son histoire, elle est complètement incroyable. On est en 1721 à Paris. Paris est une grande ville animée et surpeuplée, avec plus de 600 000 habitants qui se présentent dans ses rues étroites et sinueuses. Les quartiers riches comme, par exemple, le Marais ou le Faubourg Saint-Honoré, vous avez la noblesse qui se déplace dans des carrosses très luxueux tirés par des chevaux bien soignés et brillants. Vous imaginez ces carrosses qui sont ornées de tissus italiens brillants, mais aussi de dentelles fines venues de Flandre. Derrière tout ça, vous avez les salons et les hôtels particuliers qui sont remplis de rires discrets, mais aussi de parties de cartes passionnées et également de complots murmurés. Mais dans l'ombre du luxe, au milieu de la boue des ruelles et des reflets de l'or mal acquis, il y a un nom qui circule comme une menace. Et ce nom, ce n'est autre que Cartouche. Cartouche, c'est le symbole de la révolte ou du désordre total. Il représente la division profonde d'une société sous la Régence, où la pauvreté des faubourgs défie constamment la richesse des élites. Vous allez voir que l'histoire de Cartouche est complètement extraordinaire. Louis-Dominique Gartausen de son vrai prénom. Il va naître en 1693 dans une modeste maison de la rue du Pont-aux-Choux, au cœur de la Courtille, qui est un quartier populaire et très bruyant. Ce faubourg, il est connu pour ses cabarets enfumés, où on va danser jusqu'au matin, mais également pour ses guinguettes où parfois quelques coups de surin sont donnés, c'est un peu dangereux. Louis-Dominique dit Cartouche est le fils unique de Jean Gartausen. Il va grandir dans un monde où la survie guide chaque action quotidienne, et donc son père Jean, qui est un mercenaire allemand originaire de Hambourg, il a servi divers princes allemands pendant la guerre de la Ligue des Habsbourg, passant des années en campagne militaire avec une paie maigre. En gros, il faisait la guerre tout le temps et il avait pas une thune, pour résumer. Je parle de son père. Le père de Cartouche est baladé de guerre en guerre, de camp en camp, de marche forcée en marche forcée, et il finit par enfin s'installer à Paris comme valet chez un marquis normand, du nom de la luzerne de Beuzeville. Il va encore changer de carrière, son père, puisqu'il va devenir tonnelier. Il est passé de mercenaire allemand à valet pour un bourgeois, à fabriquer des tonneaux, les gars, à Paris. C'est tout un pan de carrière, le daron. On dirait ma carrière, finalement. À ce moment-là, il va travailler en tonnelier dans un atelier qui est tout petit, donc c'est assez dur. Et c'est un métier qui est très physique. Sa vie, elle est évidemment marquée par la discipline apprise à la guerre. Il alterne entre un travail incessant du lever au coucher du soleil, mais également la lutte constante contre la précarité qui touche les familles ouvrières à cette période. Parce que, voilà, être ouvrier dans certaines branches à cette période, c'était parfois un peu compliqué. Sa femme Marguerite, qui est une Parisienne discrète, elle s'occupe du foyer comme elle peut. Elle fait un peu de couture, mais également vend des bouquets d'herbes au marché des innocents. Ils ont à peine de quoi chauffer l'hiver, c'est horrible, il fait froid. La vie est très dure pour Cartouche et sa famille. Ce surnom de Cartouche, ça vient de son nom allemand, Gartausein. Je sais pas si on le prononce bien. Et donc Gartausein va se transformer peu à peu en Gartouze, puis en Gartouche, et enfin en Cartouche. Alors on imagine que ce surnom vient de son père qui aurait tiré beaucoup de fois durant la guerre, ou simplement une version plus française et plus facile à prononcer. Mais bref, dès l'enfance, Cartouche fréquente le collège de Clermont, qui est dirigé par des jésuites connus pour former des esprits vifs, mais surtout disciplinés, souvent issus de familles très bourgeoises. Parce que là, vous mettez Cartouche, qui est un gars qui vient du terre-terre, littéralement, donc tu le mélanges avec des riches, c'est compliqué. Alors dans cette école, vous avez des leçons de latin, de la rhétorique, de la morale chrétienne, qui visent à créer des jeunes pieux et surtout très obéissants. Évidemment, le caractère rebelle de Cartouche, son énergie bouillonnante, qui le pousse à défier constamment l'autorité et son goût pour l'aventure, ça va rapidement entrer en conflit avec les règles strictes de l'école. Faut savoir que les sorties dans cette école sans escorte sont totalement interdites, les punitions corporelles sanctionnent les fautes, et les curés et les curetons qui sont là-bas, ils surveillent absolument tout ce que vous faites. C'est plus une prison qu'une école. Ce qui devait arriver, arriva. Pour subordination extrême, il se fait virer. Tout simplement. Pourquoi il a été viré? Apparemment, ça aurait été à cause de parties secrètes de dés, de paris, d'argent. Il est finalement jeté dans le chaos des rues de Paris. Alors, faut imaginer qu'à ce moment-là, les rues de Paris, elles grouillent d'apprentis, mais aussi de mendiants qui mendient pour un sou, mais aussi de voleurs à la tire qui sont un petit peu partout à faire les poches d'un peu tout le monde. Et c'est donc à 11 ans qu'il va commencer à prendre cette direction un petit peu
obscur, puisqu'il va commencer à voler non par méchanceté pure, mais par un mélange de besoin d'excitation de la jeunesse, mais également de nécessité. Ses doigts agiles, habitués à jongler avec des billes ou des noix dans la cour de la maison, apprennent à subtiliser très rapidement les bourses pleines, mais également les boîtes à tabac décorées, des mouchoirs fins qui à l'époque coûtaient cher, mais également des bonbonnières remplies de bonbons, et tout ce qui est volable par une main d'enfant. Quand il se met à rapporter des bourses qu'il a taxées à des bourgeois, son père, il pète des câbles. Faut comprendre, le daron, il est militaire, il a fait toutes les guerres possibles en Allemagne, il voit son gamin de 11 ans qui se met à carotter tout ce qu'il trouve. C'est-à-dire que le père, il a un honneur assez élevé, le fils, c'est un brigand. Ce père qui a vu trop de camarades sombrer dans le pillage et la désertion, il punit son fils à coups de ceinture et de sermons bilingues, avec de l'allemand et du français mélangé. Faut imaginer, il est là avec sa ceinture, il dit « Scheiße, mes films, tu vas arrêter tes conneries, ich liebe dich, mein... » Bon, j'espère que c'était pas trop national-socialiste comme version. Sauf qu'un jour, Cartouche va avoir un petit peu les yeux plus gros que le ventre, puisqu'il va faire un vol un peu plus conséquent que les autres, et son père va péter un gros câble. Alors selon la légende, c'était une boîte à tabac qui a été volée à un clerc, tout ça pendant une messe du dimanche. Ça a poussé Jean le daron à demander une lettre de cachet royal. Ce document, il permet l'emprisonnement arbitraire dans une maison de correction comme la force de Bicêtre. En gros, il demande à ce que son fils soit enfermé parce qu'il fait que des conneries. Sauf que Louis, donc Cartouche, il sent le piège se refermer. Lui, il veut pas aller là-dedans. Il veut pas être enfermé. Il veut continuer de taxer les riches. Il veut de la thune, Cartouche. Il finit donc par s'enfuir avant d'être rattrapé par son père et la police. Il va escalader les toits et les passages secrets des faubourgs qu'il connaît comme sa poche. Il va trouver refuge auprès d'une bande de tziganes nomades, des bohémiens qui campent aux portes de Paris. Chez eux, il va apprendre des tours de cartes comme le faux pli, bien le passo brelan, mais aussi la lecture dans les lignes des mains, lire l'avenir et tout. Il va surtout maîtriser l'art de disparaître, se fondre dans la foule, changer d'apparence avec un foulard ou une perruque volée, sauter par-dessus un mur d'un bon sou, avec Galichon, qui est un garçon de son âge maigre et vif, qui finira aux galères pour recel, les galères ce sont des prisons. Ils vont voler des bouteilles de vin et d'eau de vie dans les caves des marchands. Il s'entraîne à l'escrime avec des bâtons émoussés et affine son corps menu qui ne mesure qu'1,60 m. Ces années de vagabondage de 1704 à 1708 vont forger en lui un apprentissage extrêmement dur, pas forcément du bon côté de la ligne. Il dort dehors à la belle étoile, il mange pas vraiment tous les jours, et son code d'honneur, on va dire, c'est s'il vole un riche, eh bien c'est pas grave. Vers 1709, adolescent audacieux et déjà endurci par la rue, c'est notre Cartouche du terre-terre, eh bien Cartouche va trouver un emploi comme valet chez le marquis de Saint-Acre, qui est un lieutenant général des armées royales. Autant vous dire que là, il commençait à bosser dans des trucs où, voilà, visiblement, il a essayé de trouver du boulot aussi. Donc ce poste va l'introduire dans le monde de la petite noblesse guerrière, avec ses hiérarchies très strictes, mais également ses rivalités constantes et ses ambitions démesurées. Vêtu d'une livrée bleue et or, il sert le vin au dîner fastueux, porte des lettres secrètes et excelle au jeu du soir. Comme jeu, vous avez le pharaon, le lance-quenet ou bien le biribi. Il a une mémoire exceptionnelle des cartes et ses mains rapides lui rapportent des gains discrets. Et donc comme ça, il arrive à amasser un peu de fric parce que le gars est assez vif d'esprit. Sauf que sa ruse va le trahir. Un as caché dans la manche, un clin d'œil à un valet complice ou une main trop vive le font repérer lors d'une partie tendue. Il avait tendance un peu à tricher, on va pas se mytho. Il finit par être chassé violemment et en garde même une cicatrice. Souvenir d'un coup de canne donné par un marquis furieux. Cette leçon douloureuse et humiliante lui enseigne les coutumes des puissants et les faiblesses cachées derrière leur apparence. Il finit par partir pour la Normandie, là où il a commencé à créer une petite bande organisée. Dans cette bande, on peut retrouver des journaliers sans travail, des valets renvoyés, des orphelins des campagnes, toute l'élite de la France, tous les gars un peu paumés. Il les condense comme ça pour se faire une team de choc, et c'est là que ça appartient en cacahuète. Cartouche devient leur chef naturel. Son charisme, il est évident, il a un sourire espiègle, une parole qui motive, un esprit vif qui inspire fidélité et courage. Il est très rusé, il est séduisant, et surtout il a une très bonne stratégie, donc ça devient le chef. Il partage le butin pour garder ses hommes, punit sévèrement les traites et anticipe les mouvements des officiers de justice locaux. Donc il commence à faire avec son équipe des vols et des choses comme ça, et les autorités locales en Normandie le poursuivent et veulent l'arrêter, ils en peuvent plus. T'as Cartouche avec 36 pèlerins derrière lui qui sont en train de foutre le sbeul. Les nouvelles de ces vols dans les foires de Rouen se répandent très vite, attisant la colère mais aussi la peur. Et pourtant son talon d'espion, aiguisé par les ragots entendus chez les marquis, lui assure une très bonne protection, parce qu'il vend les informations aux lieutenants et obtient leur indulgence, contournant ainsi les règles de la surveillance royale. Le mec avait des dossiers sur tout le monde, il pouvait pas se faire arrêter, il disait bah attendez, si je me fais arrêter, je balance tout ça. Finalement, il était relâché.
La guerre de succession d'Espagne, qui a commencé en 1701 et ravage encore l'Europe, va lui offrir une nouvelle voie. Parce qu'en 1710, il va s'engager comme recruteur. Il harangue les pauvres des tavernes, mais aussi des marchés avec des promesses de salaire, d'aventure et de gloire, attirant tous les désespérés possibles sous les drapeaux du roi. Sur les champs de bataille, il apprend la discipline militaire, les embuscades, le commandement d'hommes sous le feu et la retraite discrète quand la faim ou la peur l'exige. Ce passage de sa vie militaire sur les champs de bataille, ça va lui inculquer énormément de choses pour ensuite aller faire des braquages. C'est un peu l'école du crime pour lui. Il va utiliser toutes ses formations à des fins malhonnêtes par la suite. La paix d'Utrecht, signée en 1713, qui affaiblit la France tout en humiliant Louis XIV, le libère enfin. En 1714, il en a marre de la vie militaire, finit par déserter et retourne à Paris. Paris sous la régence naissante de Philippe d'Orléans. La mort de Louis XIV, le roi Soleil en 1715, libère soudain les mœurs. Fêtes débridées, opéras sensuels et spéculations folles animent toute la ville. Il faut savoir que ces libertés nouvelles, elles creusent aussi des inégalités sociales, opposant plus violemment pauvreté et richesse. Cartouche y voit dans ce après Louis XIV, le Paris qui change, une opportunité de se faire un max de fric parce qu'il sent que là, il y a des failles. Alors au faubourg, il va se mettre à recruter efficacement dans les ruelles sombres de la Courtille, les entrepôts des Halles, mais aussi des quais de Seine où les marinières déchargent des marchandises tentantes. Des grenadiers démobilisés, ainsi que ses frères François et Louison, mais aussi ses cousins Tanton. Parmi eux, le père Jacques dit Châteaufort. Il y en a un, son surnom c'était Châteaufort. Donc ce gars-là, il excelle en crochetage de serrure avec un fil de fer. D'autres vétérans affamés rejoignent le groupe, le faisant passer d'une douzaine à une centaine d'hommes en quelques mois. Autant vous dire que là, Cartouche, il avait une armée sous la main. Cette croissance très rapide, elle repose sur son charisme. Il fait des discours enflammés où il dit que tout le monde va toucher plein de thunes, mais aussi une revanche contre les riches, parce que les gens ont la haine des riches. Il va installer une hiérarchie très claire. Il y a des capitaines d'escouade, des sergents de garde. On doit faire des serments sur une dague ou sur la Bible. Vous avez des punitions sévères pour les ivrognes ou les traîtres. Cartouche, du haut de ses 1m60, fait régner l'ordre comme jamais dans sa team. Il est même surnommé l'enfant ou le petit par ses complices. Il impressionne par sa mémoire des visages et des faiblesses humaines. La bande se divise en deux. Vous avez le chœur, qui sont les cartouchiens, pour les vols rapides en ville. Et il y a un autre groupe qui est dirigé par un mec qui s'appelle Brutus de Châtelet, qu'on appelle le Lorrain, qui est un ex-garde français. Eh bien, eux, ils s'occupent plutôt de la banlieue parisienne. Donc vous avez deux teams comme ça. Les cartouchiens sont très rapides. Ils font des embuscades sur les routes de Versailles. Ils pillent des carrosses, mais aussi des bijouteries rue Saint-Honoré. Et comme ça, vous avez un énorme butin qui va commencer à s'accumuler avec des bijoux, des rubis, tout ce que vous voulez, des perles, mais également de l'argent liquide. Alors, ils s'arrêtent pas seulement au vol, puisqu'ils suppriment ceux qui sont un peu dérangeants. Ils tuent des gens. Ils égorgent les mouchards et abattent même des gens aux Champs-Élysées. Cartouche, il va tisser un réseau très étendu. Il a des espions parmi des acteurs ou des comédiens français qui traquent nobles et bourgeois riches. Il a des portiers corrompus. Vous savez, des gens devant les hôtels... il les paye pour avoir des infos. C'est une espèce de Pablo Escobar de l'époque, quoi, à Paris. Il connaît tout un tas de receleurs pour vendre ses montres et ses objets précieux. Également des artisans qui affûtent sabres et pistolets. Il y a même des personnages de haut vol qui lui donnent des infos, comme par exemple un gars qui s'appelle Balagny, ou dit le Capucin, qui est l'oncle d'un valet du régent, qui lui donne comme ça des infos. Une rumeur raconte même qu'il aurait eu un rendez-vous avec Philippe d'Orléans, où il aurait évité un mandat d'arrêt prouvant son culot et sa maîtrise du terrain. Alors à son apogée, son empire souterrain va compter près de 2000 membres, défiant les 200 cavaliers de la maréchaussée. Évidemment, Cartouche et sa team de 2000 personnes, ils étaient beaucoup, ils ont fait des exploits absolument légendaires. Dès 1715, les exploits de Cartouche vont se multiplier comme des feux d'artifice. C'est un voleur plus rapide que son ombre, on dit de lui, mais également par son intelligence diabolique, qui transforme chaque coup en une histoire fameuse. Il attaque diligences et chariots d'or sur les routes boueuses de Saint-Denis. Il change d'identité facilement, passe du déguisement de gentilhomme poudré à celui de mendiant ou de garde volé. Il prépare ses braquages avec précision, avec des plans des lieux et des guetteurs au carrefour pour alerter du danger. Ses équipes percent les sols des hôtels avec des tarières silencieuses, creusent des tunnels sous les murs la nuit et vident les coffres sans un bruit. Et les riches se réveillent le matin totalement ruinés. Le mec faisait des galeries souterraines pour aller voler les trucs chez les gens. Incroyable. Et d'ailleurs, en 1719, il y a un vol qui va marquer son empreinte. Il va intercepter un marchand au bord de la faillite, prêt à se jeter dans la Seine au Pont-Neuf. Il le retient fermement et promet de rembourser ses dettes avec l'or volé la veille à un huissier. Le marchand, émerveillé, invite ses créanciers et paie la totalité de ses dettes. Au moment où il signe les quittances, les cartouchiens surgissent de partout, masqués et armés, et dévalisent finalement
tous les vautours. Bourses, bijoux, montres, tout ça emporté en un clin d'œil. Le marchand est finalement sauvé 2 fois. Cette histoire qui est ensuite racontée dans toutes les tavernes possibles de Paris fait de Cartouche un héros populaire des bas-fonds, une espèce de justicier des pauvres, un Robin des Bois. Un autre exploit qui va effrayer la bourgeoisie parisienne. On est en 1717. Il va tout simplement voler une épée luxueuse que le régent destinait à un favori de la cour. La lame plaquée or et de diamants offense son sens de l'honneur. Il est vexé parce que cette épée ne lui plaît pas, et il va la rendre avec un mot où il va littéralement se foutre de la tronche des personnes à qui il l'a volée. Et dans ce mot, il est marqué ceci: au premier voleur du royaume qui a osé escroquer Cartouche, son égal. Donc en fait, il traite le régent de voleur. Alors Philippe d'Orléans, évidemment, il est agacé de recevoir ce mot, mais il est quand même amusé, il en fait un souvenir secret. Il y a un truc qui est énorme aussi, c'est qu'en 1718, il y a un carnaval qui va se passer, comme en France depuis très longtemps. Et donc vous avez des chars décorés qui vont rouler dans les rues. Et Cartouche et son équipe vont fabriquer un char, et sur ce char, on peut voir des statues d'archers et de lieutenants qui se font fouetter. Évidemment, tout le monde se fout de la gueule des lieutenants quand ils voient ça. Ils voient un char avec des policiers qui se prennent des coups de fouet dans le cul. C'est en 1720 que la bande va commettre un vol absolument gigantesque. 1 300 000 livres en action. Ces papiers très précieux vont être dérobés rue Quincampoix, qui est un quartier grouillant de courtiers criant jour et nuit. Ils étaient déguisés en porteurs ou en clercs, donc en religieux. Ils vont percer dans les souterrains des maisons pour arriver jusque là où ils doivent aller, et vont vider les sacs sans réveiller les gardes endormis. Ce trésor, converti en pièces d'or par un réseau de receleurs, finance de nouvelles opérations à suivre. Et Cartouche, malgré tout ça, il maintient encore l'ordre très dur puisqu'il va pendre un rival à ce moment-là. Alors au milieu de ce tourbillon, il se marie le 26 octobre 1721, juste avant sa chute, avec une dame qui s'appelle Marie-Antoinette Néron. Cette ancienne complice aux yeux verts et au tempérament fougueux a partagé ses braquages. Ce mariage notarié est un rare moment légal dans sa vie chaotique. Pourtant, il courtise d'autres femmes, notamment une nonne, oui, mais aussi une courtisane exotique, une marchande des Halles au rire tonitruant. Il avait à peu près toutes les femmes qu'il voulait. Incroyable. En 1718, le gars va se prendre littéralement pour le Père Noël parce qu'il va entrer par la cheminée chez une duchesse qui est en train de dormir. Au lieu de la voler, eh bien, il demande un banquet au champagne. Repu, il complimente la cuisine mais critique le vin fade. Une caisse de bons crus lui est livrée anonymement au matin. C'est-à-dire que le mec entrait chez les gens, il demandait à ce qu'on lui serve un repas, on lui servait un repas. Est-ce que c'est pas incroyable? Alors il y a une autre nuit chez la marquise Hélène de Courtenay. Il va demander poliment la sortie. Il remet les cendres en place pour ne pas salir le tapis persan. Il va laisser une lettre d'excuse avec un diamant valant 2000 écus. Et donc toutes ces galanteries chuchotées dans les salons des dames, tout ça va adoucir son image de démon et le peindre un peu en gentleman des ombres. À son paroxysme, son empire, parce qu'on peut parler d'empire à ce niveau-là, ils étaient environ 2000 comme on l'a vu. Moqueur et invincible face aux archers impuissants, attaque fulgurante sur les routes de Versailles, pillage de bijoux sous les étoiles, raid dans les hôtels sur des piles d'actions. Ils sont inarrêtables. Les gars creusent des tunnels pour voler chez les gens. Ils fuient par les toits ou même par les égouts pour semer les poursuivants. Des chevaux rapides pour distancer les cavaliers. Tout est quasiment parfait. Dans le butin, lui, à chaque fois, il garde un tiers de tout ce qu'il ramasse. Tout le reste est partagé avec tous les autres. En 1720, il va se faire attrapé pour un petit délit tout bête, mais il va réussir à s'échapper de sa garde à vue avec un crochet tordu qu'il a trouvé. Les gardes qui l'ont vu partir racontent qu'il a escaladé un mur de 10 mètres, tel un funambule, un acrobate, et ils n'ont pas réussi à le rattraper, évidemment. Le mec faisait du parcours, Début 1721, les gens, ils en peuvent plus de Cartouche, du moins l'État. À Paris, absolument tout le monde le recherche. Le régent, donc Philippe d'Orléans, il en a marre des plaintes et des nobles qui se font ruiner. On l'accuse de trop tolérer tout ça et il ordonne une chasse massive contre ce brigand des routes. Il va mettre un wanted sur la tête de Cartouche. Les policiers fouillent les cabarets au crépuscule, arrêtent les suspects et les torturent. La justice royale, elle s'emballe, broyant tout sur son passage. La bande de Cartouche finit par se fissurer. Les guetteurs qui buvaient un peu trop sont pris au petit matin. Les receleurs en pleine vente, on les suspend à des poulies pour étirer leurs bras jusqu'à la douleur extrême. Et on leur écrase les membres jusqu'à ce qu'ils craquent. Donc grâce à ça, les gars, ils livrent tout. C'est-à-dire on les torture à mort. Et donc ils donnent les planques, les noms, où ça se passe pour attraper tout le reste de la bande. Évidemment, vous faites broyer les jambes, vous avez tendance à parler.
parler. On est le 15 octobre 1721, Cartouche, il est finalement arrêté pour la première fois lors d'une rafle massive. Là, je parle d'une vraie arrestation, hein, pas pour le petit Didier mineur. Encore une fois, avec un fil de fer caché, il crochette sa cellule, traverse les cours obscures et grimpe sur les toits comme un fantôme. Personne ne le voit partir. Le mec, il était trop fort. Cette évasion, elle rend les autorités absolument furieuses. Et le 20 octobre, la prime, elle passe à 500 livres. Une fortune qui attire les traîtres. Bizoton, le chef de la police, impitoyable et efficace, démantèle la bande étape par étape. Des complices se dénoncent mutuellement. En province, les fuyards sont capturés dans les champs. Les frères de Cartouche, François et Louison, sont arrêtés et torturés jusqu'à l'os. Ils avouent tout, indiquant les caches d'armes et tous les repères secrets. Là, ça commence à sentir le roussi. La trahison, elle vient de l'intérieur, comme un coup de poignard. Grutus de Châtelet, le fameux Lorrain, celui, vous savez, qui dirigeait la team qui s'occupait de la banlieue de Paris, eh bien, il va tout balancer pour sauver sa peau. Le roi lui promet la clémence. Et quoi qu'il en soit, Cartouche, il est pris le 14 novembre 1721, à l'aube blafarde, au cabaret au pistolet. Alors c'est drôle parce que le gars s'appelle Cartouche, surnom, et il se fait arrêter dans un cabaret qui s'appelle au pistolet. Savoir que c'était un cabaret ultra glauque, 45 rue de la Couronne à Paris. C'est un repère de la basse-courtile, puant le tabac froid et le vin aigre, mais également la gerbe à foison et autres puanteurs. Sous le nom de Jean Bourguignon avec 3 fidèles, il est cerné. Des coups de feu sont tirés, les balles ricochent sur les tables, et finalement Cartouche, il se rend sans un mot, sinon il va se faire tuer. On l'emmène finalement au Fort l'Évêque, qui est une prison au couloir tortueux. Il va tenter une dernière évasion parce que le mec ne s'arrête jamais. Avec 2 co-détenus, Paul Jomas et Étienne Petit, ils vont essayer de limer les barreaux dans l'ombre. Le métal grince doucement, mais un chien aboie, alertant les gardes qui accourent avec des torches. Après ça, finalement, on va lui mettre des gros chaînes pour éviter qu'il se barre. On le traîne pieds nus sur les pavés glacés jusqu'au Châtelet. Là, on va l'enfermer dans une cage de fer suspendue au plafond pour l'empêcher de sauter. Et bientôt, il devient une célébrité. Les acteurs de la comédie française viennent en cachette l'observer pour des pièces interdites. Maréchal de Beaufleur le contemple, même le régent passe, fasciné par ce diable charmeur, comme il dira. Il rit derrière les barreaux. Le 26 octobre, pour stopper ce culte grandissant, le Parlement le transfère à la Conciergerie, qui est une forteresse de pierre. C'est-à-dire que vous aviez la bourgeoisie, les acteurs français et même le régent qui venait le voir parce que le gars était tellement incroyable. Je sais pas exactement ce qu'il faisait, il les faisait rire visiblement, mais tout le monde l'adorait. Une espèce de Jacques Mérine, mais de l'époque. Bon, je sais pas si Jacques Mérine était très humoriste sur les bords, mais bon. Mais bref, finalement, le procès il a lieu au Châtelet, qui est dirigé par Arnaud de Boueix, ou de Bouet. Bon, entre-temps, le père de Cartouche est mort, donc Cartouche il est pas très bien, il s'est fait tuer par des bandits à Bordeaux sur les routes. Et là, donc Cartouche va se faire juger et on va pouvoir constater la dureté de la justice comparée à aujourd'hui. Vous avez des interrogatoires interminables qui l'épuisent. Cartouche va endurer de la torture sans broncher, il nie son identité, ignore les pleurs de sa mère. Il fait comme s'il savait à peine parler et qu'il était un peu... voilà. Tout ça, c'est sa défense. Il fait le mec qui sait pas, c'est pas lui, et il est un peu teubé. Le 27 novembre 1721, il est finalement condamné à mort avec 6 complices. Grutus écope de la prison à vie, mais il survit. Il est condamné au supplice de la roue, c'est-à-dire qu'on va l'attacher à une roue et on va lui exploser tous les membres. On va lui casser tous les os, mais il reste muet, protégeant les siens. Le 28 novembre, sous un ciel gris et pluvieux, l'exécution se déroule place de Grève. Charles-Henri Sanson frappe 16 fois avec une barre de fer sur les bras, les jambes et le dos. Vous avez autour de la place, là où il est en train de se faire matraquer, 200 archers qui gardent la zone. Parce que derrière, il y avait quand même une équipe assez balèze derrière Cartouche. Donc voilà, on a peur. La foule est là, elle regarde et elle écoute. La roue, elle est dressée pour lui seul. Ces hommes qui promettaient de le sauver ne viennent pas. Brisé par la tristesse, Cartouche, finalement, craque. Il est ramené devant les juges. Il parle 18 heures durant, livrant 90 noms, mais aussi des caches et des receleurs. Il parle pour épargner les innocents qui ont été accusés. C'est lui qui dira ça. Finalement, son corps brisé est exposé dans une baraque contre de l'argent. On peut aller voir son corps en payant. Une espèce d'attraction un peu glauque. On faisait ça à l'époque. Balagny, lui, il meurt peu après, suivi d'autres. L'affaire traîne jusqu'en 1723. Paris bouillonne de colère, mais aussi de crainte. Des pièces de Legrand se jouent 13 fois en secret avant d'être banni. Des chansons populaires vont même circuler sur lui. Vous avez des livres et des gravures qui se vendent aux halles comme des reliques. Évidemment, tout ça à l'effigie de Cartouche. Le mec, c'est devenu une star post-mortem. Donc après ça, vous avez plus de 350 arrestations qui vont toucher la cour de Louise-Élisabeth, la fille du régent. Les frères de Cartouche sont envoyés aux galères de Brest ou Toulon, vont être enchaînés dans des navires pourris. Louison, qui a 15 ans, pendu par les bras 2 heures et finit par mourir. Cartouche, après sa mort, devient un symbole contre l'injustice, mais aussi un vent de courage et de liberté. C'était l'histoire de l'un des bandits français les plus incroyables qui aura fait trembler la France durant plusieurs années. Merci à tous
d'être arrivé ici. Je vous prie de cliquer sur ce vidéogramme de fabrication artisanale. À bientôt mes chers amis, au revoir.